Sarah Baroque, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme on dit à la télévision. Donc vous êtes écrivain, vous êtes romancière, vous avez écrit différents livres. Un des livres qui était mentionné dans une émission de télévision, c'était Envole-moi, qui raconte un peu votre cheminement, votre parcours. On y reviendra. Moi, je vous ai invité aujourd'hui parce que je vous ai vu dans une émission de télévision qui s'appelle C'est ce soir, qui était consacrée à l'antisémitisme. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Nous avons déjà eu ici à Regard Protestant vidéo des personnes du monde juif, parce qu'on trouve que c'est important. D'un point de vue solidarité, il me semble aujourd'hui qu'il faut qu'on donne la parole à nos amis, à nos frères juifs et juives. Un de mes amis me disait qu'il se sentait isolé aujourd'hui, sentiment de solitude. Est-ce que vous percevez ce sentiment dans la société d'aujourd'hui française ? Alors, depuis cette émission, il y a quand même eu la manifestation qui s'est déroulée le 12 novembre. Il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont rassemblés pour dire on ne veut pas d'une nation qui exclut qui que ce soit selon ses origines. C'est rassurant, ça. Comment ? C'est relativement rassurant. C'est très rassurant. Moi, j'avais extrêmement peur qu'il y ait peu de monde, comme j'y étais habituée, que ce soit pour Sarah Halimi ou pour d'autres personnes, bref, qui sont mortes du fait d'être juives. Ça n'a pas été le cas et c'est extrêmement rassurant pour moi. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement en France depuis qu'on a connu des attentats et qu'on s'est rendu compte de la spécificité de ce type d'attaque. Cela dit, être juif, déjà, c'est une quête. Donc, on n'est jamais entouré dans une quête, surtout les quêtes qu'on doit faire à l'intérieur de soi. Le judaïsme, c'est avant tout de se poser la question de l'identité, quel que soit le siècle, quelle que soit l'époque. Donc, de toute façon, je dirais, il y a un sentiment inhérent de solitude. C'est encore plus appuyé dans certains pays, ce qui surprend nombre d'entre nous. Je ne peux pas me permettre de parler pour tous les juifs, mais en tout cas, pour ceux qui m'entourent, ceux avec qui j'ai l'occasion d'échanger, oui, dans la façon dont les médias parlent du judaïsme, dans la façon dont, par exemple, sur les reportages où on montre le monde juif, on montre généralement uniquement le monde orthodoxe juif, dont énormément de juifs ne se sentent pas proches. Lorsqu'on voit des reportages sur Israël, et je parle d'Israël parce que tous les juifs ne sont pas israéliens, en revanche, dès qu'on parle d'Israël, ça a un impact direct sur les juifs en France. Donc, on parle d'exportation du conflit, ça c'est pas vrai. En fait, les médias importent ce conflit, mais c'est pas le conflit qui s'exporte. Vous l'importez sur votre dos, vous le rapportez. En l'occurrence, en tout cas, ils ne le font pas exprès nécessairement, mais ça a un impact direct. Donc, la façon dont les choses sont présentées nous pousse à nous sentir seuls. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais adolescente et il y a toujours eu des crises au Proche-Orient, mais pendant des années, peut-être même 15-20 ans, on a présenté les attentats en donnant un nombre de morts qui incluait les terroristes. C'est-à-dire qu'on disait, tel attentat a fait 20 morts, 18 Israéliens et 2 terroristes. Et c'était... aujourd'hui, on se rend compte de cette aberration en France. Mais nous, on a vécu ça pendant 20 ans. Mais vous disiez d'ailleurs que ce n'est pas d'aujourd'hui que vous avez cette crainte d'être juive en France, et que ça vous a toujours porté. Et ça, c'est assez étonnant quand même, parce qu'il y a des moments d'intensité haute, puis des moments d'intensité basse, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'inquiétude. Alors, je dirais que la relation entre les conflits au Proche-Orient et la France, en fait, c'est une condition nécessaire à l'antisémitisme, mais pas suffisante. L'antisémitisme se nourrit de bien d'autres facteurs que le conflit au Proche-Orient. Enfin, d'ailleurs, il existait avant. On n'a pas attendu la reconnaissance de l'État d'Israël pour qu'il y ait de l'antisémitisme. Ça date depuis bien longtemps et c'est multifacette. En France, récemment, lorsqu'il y a eu l'affaire Dieudonné, ça n'avait aucun rapport avec le conflit israélo-palestinien. Moi, lui se référait un peu à ça, au monde arabe, peut-être, musulman, je ne sais pas.
Pas véritablement. Il y avait, alors il y a, en tout cas lorsqu'il s'est rapproché avec Soral et qu'il y a eu cette volonté de créer la liste Euro-Palestine, là oui, c'était dirigé vers Israël, mais ça n'émanait pas d'une crise là-bas sur place. Et le problème de Dieudonné, c'est devenu finalement une affaire de légalité quand il a fait monter Forisson-sur-Seine. Et que d'un seul coup, ce qui était des blagues, ça a dérivé vers la politique. Et ce n'était pas lié au conflit israélo-palestinien. Le problème de faire monter un tel individu sur scène, c'était que c'était quelqu'un de négationniste par rapport à la Shoah. Donc voilà, il y a eu ça, mais je pourrais parler de Mohamed Merah. On n'était pas du tout dans un contexte de crise, en tout cas plus acerbe. Pas une crise au Proche-Orient, oui. De toute façon, le Proche-Orient, c'est la guerre depuis 1948. Donc, quand je parle de crise, évidemment, c'est un État qui est en conflit perpétuel depuis sa reconnaissance. Et vous dites, pardon, excusez-moi, vous dites, même quand j'étais toute petite, je sentais cette idée qu'il fallait qu'on soit prêt toujours à partir, à quitter le pays dans lequel on vit. D'où ça vient, ça? En fait, je crois qu'on hérite tous des guerres des personnes qu'on a aimées. Chez moi, les rescapés de la Shoah, c'est pas un concept, c'était mes grands-parents, chez qui j'allais déjeuner toutes les semaines, et il n'y avait pas une semaine sans que quelqu'un termine en larmes. En racontant les souvenirs. En racontant ou en ne pas racontant, et donc du coup en créant un imaginaire, un fantasme chez moi, chez mes frères et sœurs, et de ce sentiment que le danger n'était pas loin, le danger rôde et il faut être prêt à réagir. Moi, ma mère, je l'ai toujours sentie en panique quand les passeports arrivaient à échéance. Parce qu'on ne peut pas se permettre, la phrase c'était on ne peut pas se permettre en tant que juif de ne pas avoir des passeports à jour. Mais elle-même avait grandi avec des parents qui avaient été cachés, qui avaient dû apprendre, qui avaient dû faire du catéchisme. Mon grand-père a changé de nom, non pas avant la guerre, il a changé de nom dans les années 60 parce qu'il avait encore peur. Parce que l'antisémitisme, c'est pas parce que la guerre a été gagnée que l'antisémitisme a disparu. Moi, mon grand-père s'appelait Zelmanovic. Quand ma mère a eu 12 ans, elle est arrivée dans une rentrée scolaire où elle ne s'appelait plus Zelmanovic, elle s'appelait Velmont. Et ce n'était pas avant la guerre. Et du même côté, là je parle moi je suis d'origine à la fois ashkénaze et séfarade, c'est-à-dire à la fois des juifs d'Europe de l'Est et des juifs du Maghreb. J'ai un papa qui est né en Tunisie, qui a dû fuir le Maghreb, comme la quasi-totalité des juifs de Tunisie, qui est arrivé en France dans des circonstances tragiques vers 62, 63, et pour qui, alors lui c'était un peu la double peine, parce que soit on le prenait pour un musulman, ça se passait pas bien, soit on le prenait pour un juif, ça se passait pas bien. Donc si vous voulez, mon père, il a pâti pendant des années d'avoir toujours marqué sur son passeport « né à Tunis », tout en sachant qu'il n'était plus le bienvenu à Tunis. Donc il y a ce malaise qui dit que rien n'est garanti. Moi, je viens quand même d'une famille du côté de ma mère où ils ont changé 3 fois de pays avant d'être déportés en France. Et mon père, aujourd'hui, en est à son 3e passeport. Donc, ça, ce sont des faits, quoi. Je veux dire, voilà, il en est à son 3e passeport pour fuir le même phénomène. Donc, c'est très présent. Et c'est pas des aïeuls, c'est mon papa. C'est des choses que vous avez profondément intégrées. Mais alors, justement, aujourd'hui, est-ce que quand vous dites on est prêt à partir pour Israël? C'est très étrangement la solution qui y apparaît à beaucoup de juifs la plus sûre. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas à convaincre que l'ennemi est là. Et c'est dans ce sens-là qu'Israël est essentiel. Exactement. En fait, en Israël, évidemment, il y a tout le temps des risques. Le terrorisme, c'est une catastrophe, en fait. On aura l'occasion d'y revenir. Mais au moins, on sait qu'il y a une menace. En France, il faut se bagarrer pour montrer qu'elle est là, la menace. Ce que vous disiez, c'est qu'on n'était pas conscient. Maintenant, à la limite, on en parle et c'est plutôt mieux. C'est plutôt mieux parce qu'effectivement, il y a eu là une explosion des agressions, mais je dirais des agressions prises en compte. Moi, j'ai fréquenté longtemps des mouvements de jeunesse socialistes, justement militants pour la paix au Proche-Orient, pour la reconnaissance de la Palestine, suite à une agression lors d'une manifestation pour la paix. Un de mes amis s'est fait frapper par des
pro-palestiniens, on va dire plus extrémistes, qui lui ont ouvert le crâne. On a été extrêmement traumatisés, on avait 15-16 ans. Donc suite à ça, en fait, des personnes qui travaillaient avec la police, qui avaient été formées, nous ont proposé d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre mouvement de jeunesse et des lieux de culte juifs. Je me suis engagée, alors moi je fais 1m2 et je suis pas très lourde, donc je pouvais pas non plus assurer une grande sécurité, mais j'ai énormément pris part aux réflexions de comment protéger un lieu, comment se protéger dans la rue. Et on avait des liens toutes les semaines avec la police, donc j'ai envie de vous dire, les agressions antisémites, pour avoir eu les nombres depuis mes 16 ans, je peux vous dire que c'est un fait qui perdure. Aujourd'hui, on en parle, mais ce n'est absolument pas nouveau. On dit quand même que depuis quelques semaines, il y a eu 1000 agressions. Là, on en est quasiment à 1200, selon les chiffres d'hier annoncés. C'est quand même pas comparable avec le quotidien que vous décrivez, qui est réel. En fait, avant, on tournait autour de 400. C'est ce qui est dit d'ailleurs, on a triplé les chiffres. Mais qu'est-ce que ça veut dire 400 ? Ça veut dire plus d'une agression par jour. Pour revenir, pour un peu faire une conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, d'où vient cet antisémitisme, cette peur d'Israël? Pas cette peur, mais aujourd'hui il y a une espèce de peur, comme si Israël était une puissance extraordinaire, alors que, d'accord, il y a les États-Unis derrière, mais c'est un tout petit pays, un tout petit coin du monde. Comment on peut expliquer rationnellement qu'il y ait cette grande trajectoire autour de l'histoire de la haine de ce peuple juif? Est-ce que c'est lié au peuple de la Bible? Est-ce que c'est lié à quelque chose de spirituel? Comment vous l'interprétez ça? D'où vient cette haine des Juifs? Il y a beaucoup d'interprétations. Il y a effectivement la rébellion contre le papa ou la maman. Enfin, je veux dire, effectivement, nos religions monothéistes ça sont quand même descendent de l'Ancien Testament. Donc, il y a forcément l'idée qu'on apporte un progrès et donc que l'on fait évoluer et on ne suit pas nécessairement... Enfin, on n'est pas content après les gens qui ne suivent pas cette évolution. Il y a aussi un mystère, je dirais, vis-à-vis des Juifs, qui n'est pas une religion prosélyte. Et ça, c'est quelque chose qui attise énormément de curiosité, que finalement, on est perçu comme un peuple qui s'autosuffit. Et l'autosuffisance, c'est suspect toujours. C'est toujours suspect. Qu'est-ce qu'ils ont comme secret? Pourquoi moi je peux pas y aller si j'ai envie? Enfin, je veux dire, c'est comme les bars VIP. Ils ne font pas de prosélytes, ils ne cherchent même pas. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse même pas. Et puis surtout, c'est d'une difficulté extrême de devenir juif. De devenir juif, bien sûr. Enfin, je veux dire, les personnes, même dans les couples mixtes, alors chez nous, la religion est héritée de la mère, donc quand une maman n'est pas juive, c'est une catastrophe pour plein de monde. Donc les femmes qui essayent, par exemple, de se convertir pour que leurs enfants soient juifs, mais c'est une horreur. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'élection, le peuple élu? Vous pensez qu'il y a un lien ou ça n'a rien à voir? Ou c'est la Bible qui dit ça quand même? Oui, bon, après c'est la façon mais élection, pas pour dire on est supérieur aux autres, mais pour être un exemple pour les autres, pour être un modèle. C'est la façon dont on l'a comprise aussi, la Bible. Peuple élu, je ne sais pas si c'était par rapport à l'époque où tout cela a été écrit ou par rapport à maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que moi, je ne peux pas parler pour tous les juifs, je me sens une responsabilité en tant que juive de questionnement. Par exemple, moi j'ai énormément de mal avec les livres de développement personnel, parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait d'apporter des réponses finies. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je dois à mon éducation juive, que finalement la vie, c'est la question. Et finalement, la réponse, c'est la mort. Et d'ailleurs, on a la grande réponse une fois qu'on est mort dans la vie. Donc, sur qu'est-ce que c'est que tout cette espèce de monde dans lequel on est. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et je crois aussi qu'il y a la question du nombre. C'est facile de taper sur les Juifs, on n'est pas beaucoup. Un tout petit reste, comme dit la Bible. Un tout petit reste. Et souvent, il a été beaucoup plus facile pour j'ai pas envie de dire que les gouvernements, mais les rois, en tout cas les institutions, de dévier la colère qu'on pouvait leur adresser sur les Juifs. Par exemple, c'est le thème du bouc émissaire. Exactement. Mais je dirais que c'est tactique. Le bouc émissaire, c'est pas quelque chose d'abstrait et de subi. Par exemple, au Moyen-Âge, les Juifs, pour le coup, n'avaient pas les mêmes droits que les autres populations en France, en Angleterre et dans plein de pays d'Europe. Et finalement, les métiers qu'on leur autorisait ont été à une certaine période de devoir accorder les prêts et récolter l'argent pour les remettre. C'était des métiers qui étaient mis de côté, c'était des métiers que voilà, les Juifs n'ont jamais eu le droit de faire tous les métiers, n'ont jamais eu le droit de posséder des terres, etc., etc. Donc,
l'idée que le juif était lié à l'argent est née d'une décision monarchique. C'est pas les Juifs qui sont attirés par l'argent. Sauf que c'est la part qu'on leur a laissée. C'est la part qu'on leur a laissée, et je dirais même c'est la seule part qu'à ce moment-là on leur a laissée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Vous pensez que ça vient de là, encore aujourd'hui? Alors, cette idée que... il y a des liens qui se transmettent, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a ce réflexe dans l'inconscient collectif du juif qui cherche à récolter l'argent. Mais en fait, c'est venu parce que durant les siècles, les Juifs, effectivement, étaient mandatés pour récolter l'argent. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour la monarchie. Il y a beaucoup évidemment, il y a eu pendant des siècles et des siècles un antisémitisme religieux. Alors ça, c'est l'antijudaïsme, oui, ça, c'est le christianisme a sa part là-dedans. Voilà, ça, le évident. Christianisme a sa part, sur la part de responsabilité des Juifs quant à la mort de Jésus, etc. Mais il a évolué avec le temps et avec la science, et l'antisémitisme marque une rupture avec ça. L'antisémitisme, c'est la reconnaissance scientifique que les Juifs sont différents. Donc c'est là la bascule, en fait, au XIXe siècle, entre l'antisémitisme de religion... Oui, c'est ça, qui était lié au judaïsme. Voilà, l'antijudaïsme non religieux. Ouais, ce qui est encore pire, il est raciste. Exactement. Ouais. Donc, et moi, encore une fois, je ne comprends pas très bien pourquoi même on écope d'un mot spécial. Pour moi, l'antisémitisme, c'est du racisme. Puisque... Alors qu'il y a une différence, ce qui est très grave, c'est comme expliquait un ami, c'est que le racisme, c'est mettre les gens à deux côtés, c'est faire la séparation, c'est le séparatisme. L'antisémitisme, c'est plus grave, parce que c'est l'élimination. En fait, l'antisémitisme, c'est l'élimination des Juifs, c'est pas tellement les mises de côté, parce qu'ils sont de côté de toute façon. C'est là la différence. L'antisémitisme, finalement, c'est éradiquer le Juif. C'est ce qu'a fait Hitler. Enfin, c'est la Shoah. Et c'est là que c'est plus que du racisme, c'est encore autre chose, quoi. Voilà, mais je trouve que je suis tout à fait d'accord. Simplement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, justement, une manifestation comme hier, elle est forcément contre le racisme et l'antisémitisme. Et j'ai du mal à comprendre ce « et l'antisémitisme ». Pour moi, je me mets, lorsqu'il y a des crimes antisémites, je les mets dans des crimes racistes, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi on doit encore aussi s'isoler de ça. C'est encore une autre nature. C'est encore une façon, en fait, l'intersectionnalité, elle concerne toutes les minorités sauf les Juifs, qui est une minorité. Et je ne m'explique pas cela. Ouais. C'est là, non, si vous parlez tout à l'heure d'un mystère, il y a un mystère quand même d'Israël. Oui, c'est ça, parce que c'est lié à ce peuple qui nourrit toutes les traditions du monde aujourd'hui. Enfin, à part, même l'islam est issu aussi de ce tronc commun. Bien sûr. Donc il y a c'est quand même notre quelque chose plus petit bébé. Mais c'est ça, il y a quelque chose d'extraordinaire de ce tronc qui est au départ et qui aujourd'hui focalise autant de haine, de tension. Mais psychanalytiquement, je le vois comme le papa, ou en tout cas le parent contre lequel on se rebelle, on se révolte. Et il y a effectivement un mystère, c'est-à-dire que chaque personne qui appartient à une religion monothéiste a nécessairement entendu parler des Juifs. Forcément. Forcément. Sauf qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Je veux dire, tout le monde entend parler de nous, mais personne ne nous voit. Donc forcément, moi j'écris des histoires, si on écrit des contes pour enfants, forcément on va jouer sur le mystère, on va jouer sur la présence et l'absence. Donc le juif, c'est ça, il est partout, il est nulle part. Donc forcément, ça crée du fantasme. Ce qui pour moi est désespérant, c'est que on finit tous par oublier pourquoi on croit et pourquoi on a besoin de croire. À l'origine, on croit parce que justement la vie est un mystère et qu'on a besoin d'être comblé. Et le désenchantement du monde, c'est pas une expression qui m'appartient. Enfin, je veux dire, c'est ce que nos sociétés progressistes et les sociétés de science ont aussi apporté. C'est-à-dire que le fait que quand on ne croit plus, finalement, le monde est absurde. Mais quand la croyance justifie encore plus d'absurdité, on se punit une deuxième fois.